Et on prend le métro, et donc je suis là avec le sac, avec l'urne de mon père, et je rentre dans le métro sur l'urne. Et là, je me suis dit, espèce d'enfoiré, tu voulais refaire un tour sur le pont de Bir Hakeim. Qu'est-ce qui me taraude toujours et encore? Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis quelqu'un de bien? J'ai le défaut de mon père où je suis rancunier, je m'en souviendrai longtemps. Vous savez, mes parents, ils étaient nés à 15 jours d'intervalle, ils sont morts à 15 jours d'intervalle. Donc la vie est très étrange. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours comparer les gens aux autres? Qui peut être comparé à mon père? Personne. Alors pourquoi est-ce que moi, on devrait me comparer à mon père? Bienvenue dans Domino, Paul Belmondo. Bonjour. Vous avez vu, ça rime, hein, c'est peut-être un signe. Hein. Alors, quel plaisir de vous recevoir, hein, parce que vous vous faites plutôt rare dans les médias. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Il y a des noms, comme celui de Belmondo, qui précèdent une vie. Encore faut-il écrire la sienne. Avec un père acteur, une mère danseuse et un grand-père sculpteur, vous êtes né dans une maison où l'art était de rigueur et la passion une affaire de famille. Pourtant, vous avez choisi d'écrire votre propre histoire. D'abord, les circuits automobiles, la vitesse, le goût du risque, de l'effort, la compétition avec la Formule 1 et les 24 heures du Mans, puis d'autres scènes, celles du théâtre et de la télévision, notamment dans la série Demain nous appartient sur TF1. Vous avez incarné Henri Julliard, un père de famille au passé compliqué. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes à l'affiche du Complexe des Inséparables au théâtre de l'Apollo Comédie jusqu'au 26 septembre. Une pièce que je suis allée voir et on rit beaucoup. Hein. Et vous êtes aussi consultant pour Eurosport. Alors, avant toute chose, Paul Belmondo, la règle de l'émission. Dans un moment, je vais vous demander de tirer un domino, vous vous concentrerez. Si vous tirez un domino bien blanc, eh bien, nous commencerons par l'interview blanc sur noir, l'interview lumière qui éclaire vos réussites, vos joies, votre philosophie de vie. Si c'est un domino noir, eh bien, nous commencerons par noir sur blanc, pour aller sonder un peu votre part sombre, les failles, les doutes, les cicatrices, les blessures. Voilà. Et à côté de vous, il y a un masque, c'est votre joker. Si toutefois, une question vous dérange, faites comme bon vous semble. Vous pouvez porter le masque, il faut me répondre. Voilà, vous savez presque tout. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer et de tirer un domino, de piocher un domino. Alors, vous pouvez les rouvrir. C'est le 5. Alors, c'est un domino blanc, du coup. Donc, interview, lumière. Alors, êtes-vous un homme heureux, Paul Belmondo? Ah oui, non, bien sûr. Oui, non, je suis quelqu'un d'heureux. Non, je vois pas comment je pourrais être malheureux. Non. Mais quand vous pensez au bonheur, quand vous entendez le mot bonheur, est-ce que vous pensez à hier, aujourd'hui ou demain? Les trois, en fait. Je pense à ce que j'ai vécu, je pense que je vis aujourd'hui et je pense à ce que je pourrais vivre demain. Je ne vis pas spécialement dans le passé, je vis plutôt dans le présent et pas beaucoup dans le futur. Oui. Pas beaucoup dans le futur? Non, on se projette toujours un peu, on espère toujours des choses, mais je suis plutôt terre à terre et j'aime bien vivre les moments que j'ai et essayer justement de bien en profiter. Et quand vous repensez à votre enfance, à certains moments, est-ce qu'il vous arrive encore de sourire ou même de rire? Déjà, on parle de bonheur, je me rends compte que j'ai eu une enfance très heureuse et j'ai eu beaucoup de chance de vivre dans la famille dans laquelle je suis né. Donc ça m'apporte que du sourire et que du bonheur. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi, grâce à ma mère, d'avoir une première partie de ma vie en Angleterre, d'avoir grandi en Angleterre et après en France, et puis d'avoir beaucoup voyagé aussi grâce à mes parents. Donc tout ça fait que j'ai eu cette richesse qui m'a été offerte par mes parents. Oui. Est-ce qu'il y a un souvenir quand même de l'enfance qui est resté gravé et qui vous donne encore de la joie aujourd'hui? Alors il n'y a pas un souvenir. En fait, je crois qu'on a tout ça. Je crois qu'il y a des lieux, des moments où lorsqu'on y va, ça nous ramène en enfance systématiquement. Je parlais de l'Angleterre, à chaque fois que je vais à Londres, je repense à mon enfance parce que j'ai grandi là-bas de l'âge de 3 ans à 11 ans et forcément il y a des lieux comme Chelsea qui sont des lieux qui me sont marqués. Et pareil avec mon père,
Quand je vais sur la Côte d'Azur, il y a des lieux qui me rappellent justement toutes ces périodes-là de mon enfance. Et sur la Côte d'Azur, quand vous allez dans un certain lieu et que ça vous rappelle votre père, c'est sûr que c'était quoi, par exemple, un exemple? Si je vais entre Saint-Jean-Cap-Ferrat et Monaco, ça reste des lieux de vacances avec mon père, justement, que ce soit au beach de Monaco ou que ce soit Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est des moments de sport, c'est des moments de partager avec lui. C'est des odeurs aussi, ces odeurs de pain, les odeurs de ses voitures, l'odeur de son cigare. Ouais. Toutes ces choses-là ressortent quand je vais sur la côte. Ouais. Ouais. Mais entre votre père, votre grand-père, même votre maman, est-ce qu'il y avait le goût de la déraison joyeuse dans cette famille ? Alors ma mère, d'une certaine manière, oui, parce que ma mère était quelqu'un qui m'a laissé beaucoup de liberté et elle-même était une femme très, très libre. Donc forcément, il y a un côté, aujourd'hui, je me rends compte d'une certaine insouciance, une certaine manière de vivre. Et mon père, oui, il y avait un côté déraisnil, c'est sûr que... Quand il vous faisait conduire des voitures quand il faisait conduire ses voitures, quand il prenait un bateau où il allait à fond avec... Tout ce genre de choses, il avait une très très grande confiance en lui et on avait confiance en lui également. Donc, mais aujourd'hui, je me dis, mais bon, c'était de la folie, quoi. Il y a des choses que vous avez faites, avec le recul, vous dites, quand même, c'était un peu dangereux ou Non, je dirais pas que c'était dangereux parce que c'était quelqu'un même dans sa folie, c'était quelqu'un de raisonnable, il savait ce qu'il faisait. Même si un jour, on a pris feu sur un parking avec une voiture, mais c'était très très rare que les choses se passent mal ou pouvaient se finir mal. Est-ce que, pour vous, le souvenir du bonheur, c'est encore du bonheur ? Est-ce que le souvenir pour moi du bonheur, c'est encore du bonheur ? Oui, non, le souvenir pour moi, oui, c'est du bonheur. Non, ça reste des moments heureux de la vie. Et quand j'y pense, ça me remplit de joie, oui. On se souvient de cette réplique culte de votre père dans À bout de souffle, de Jean-Luc Godard. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville... allez vous faire foutre. Voilà. Qu'est-ce que votre père vous a appris à aimer dans la vie, follement ? Qu'est-ce qu'il vous a transmis ? Déjà de vivre d'une manière simple et de profiter des choses et de s'amuser. Mon père était quelqu'un qui était simple et qui s'amusait. C'est quelque chose qu'il avait. Et c'est quelque chose qui nous a transmis. Ça, j'en suis sûr. C'était quelqu'un, alors d'abord, qui aimait énormément la mer, ça c'est sûr. Il détestait la montagne. Mais lorsqu'il faisait quelque chose, il voulait qu'on en profite à 100%. Profiter de l'instant... profiter de l'instant présent, profiter d'être à la mer, profiter du soleil, profiter de ça. Et est-ce qu'il y a dans la famille Belmondo, dans votre famille aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réplique de votre père ou une phrase un peu personnelle qui est devenue culte ? Quelquefois, quand vous êtes en famille, est-ce que vous dites, tiens, non Non, parce qu'il y a toujours une séparation entre mon père et l'homme de cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de mélange. C'est-à-dire que mon père, dans la vie, c'était mon père et c'était pas le comédien. Même s'il pouvait faire des choses qui pouvaient être assimilées à son personnage, qu'on pourrait quelque part avoir de lui, mais il y avait vraiment une séparation entre les deux. Pour moi, mon père, d'abord, à part des répliques de pièces de théâtre qu'il disait, en dehors de ça, il ne parlait jamais de ses films, ne disait aucune réplique de ses films, et toute cette partie-là n'existait pas. La seule qui pouvait exister, justement, c'était d'entendre des vers de Cyrano, c'était entendre quelquefois d'autres pièces dont il avait justement qu'il avait joué, mais c'était la seule chose. Non, ma question c'était plutôt quand vous étiez vraiment dans l'intimité, est-ce que quand il vous reprenait à l'ordre ou qu'il vous corrigeait, ou il n'y avait pas des mots, il n'y avait pas des tics de langage, ou on a tous dans notre famille un père ou une mère qui a un peu des expressions fétiches. C'était pas quelqu'un qui il y avait vraiment c'était mon père, quoi, comme on peut avoir, mais non. Mais si vous deviez le caractériser aujourd'hui, vous diriez que ça a été un père comment ? Bon, alors c'était quelqu'un qui m'a laissé énormément de liberté, mais qui avait des principes sur lesquels il était très à cheval, qui était bien sûr la politesse, qui était le fait d'être à l'heure, qui était le travail. En dehors de ça, j'avais toute liberté, il avait toute confiance en moi.
Donc pour ça, ça a été un père incroyable. Il m'a fait comprendre que dans la vie, pour réussir, il fallait travailler. Il m'a fait comprendre aussi que, voilà, qu'il fallait être poli, qu'il fallait respecter ses parents et respecter ses grands-parents. Et fait comprendre aussi que l'amitié, à travers son mode de vie, était quelque chose d'important. Mais j'avais toute liberté. Mais s'il me disait, tu peux sortir, tu fais ce que tu veux, il ne me demandait pas où j'allais, avec qui et quoi, mais il fallait que je rentre à telle heure. Et c'était pas à 12h01, c'était à 12h. Oui. Donc voilà, c'était des petites choses sur lesquelles il était très à cheval. On commence par 4 dates, 4 très belles dates sur Bordeaux, Lyon, Paris et Nice, à travers la voie Crystalis. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui vibre profondément en moi et de plus en plus chaque jour, j'ai envie de vous dire, afin de partager, vraiment de faire partager dans cet atelier immersif avec toutes les personnes qui auront la chance d'être présentes et qui se seront donné la chance d'être présentes, une manière de se reconnecter à qui nous sommes, de retrouver cet amour de soi, pas perdu mais que l'on a oublié. Il y a ceux qui vont travailler avec les plantes, puis il y a ceux qui travaillent avec l'énergie divine, ce qui est mon cas. C'est pour ça qu'en fait, on peut tout traiter. On va mettre en corrélation l'âme, le corps et l'esprit. De ce fait, la personne va se soigner elle-même. Donc, à travers les exercices que je vais proposer, tout simplement, on va, sous forme métaphorique, décanter, élaguer toutes les strates émotionnelles que nous puissions avoir, en tout cas les premières, pour retrouver cette lumière qui est en nous, encore bien dissimulée. Mais alors vous qui êtes papa de 3 garçons, est-ce que vous accordez à vos fils la même liberté que votre père, vos parents vous ont donné, que votre père vous a donné surtout? Je pense que j'ai été plus sévère que ce que mon père a été avec moi. Je le sais, j'étais plus angoissé, plus inquiet. D'abord parce que je sais les conneries que j'avais faites. Donc déjà à partir de là, forcément, j'étais plus inquiet. Puis c'est une autre époque, une époque différente aussi. Même si je leur ai laissé beaucoup de liberté dans leur vie, bien sûr. Mais voilà, j'étais plus strict sur les études, sur ce genre de choses que mon père ne l'a été avec moi. Oui. Et vous n'avez pas un petit... quand vous... dans le rapport avec vos fils, là, ils se moquent parfois de vous qu'est-ce qu'ils vous disent? Papa, tu nous répètes tout le temps, non, il n'y a pas ça. Mais je crois qu'il y a le même rapport que j'avais avec mon père. Il y a une certaine pudeur dans les rapports. Enfin, chez les Belmondo, il y a toujours eu ça. Je me souviens de mon père avec son père et sa mère, mon père avec moi ou moi avec mes enfants. Il y a toujours une certaine pudeur et une certaine protection de l'autre qui existe. Oui. Le respect, de l'intimité, Et avec le grand-père, c'était pareil aussi? Ah oui, donc, bien sûr. Non, mon père voulait vraiment qu'on passe du temps avec, et j'ai eu la chance de passer du temps justement avec mon grand-père et ma grand-mère. Et voilà, aujourd'hui, alors quand on est plus jeune, on ne se rend pas compte de ces choses-là, de l'importance que ça. C'est en vieillissant, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir eu des grands-parents comme ça et d'avoir pu en profiter. Oui. Ouais. Alors, Victor, l'un de vos fils qui est devenu acteur et qui s'est fait un prénom au cinéma, qui est bourré de talent, a confié dans une interview qu'après son bac, vous ne vouliez pas qu'il se dirige vers une école de théâtre. Mais pourquoi? Alors, c'est pas que je voulais pas. Je lui ai dit, j'étais pas contre parce que je voulais pas l'empêcher de faire le métier qu'il avait envie de faire, bien sûr. Mais je lui ai dit, je voulais qu'il apprenne un autre métier que le métier de comédien. C'est-à-dire qu'il pouvait être comédien, mais je voulais absolument qu'il ait un autre métier à côté. Parce que le métier de comédien est très compliqué et très aléatoire aussi, parce que vous êtes en dépendance complètement des autres et vous n'avez pas votre destin entre les mains, vous dépendez des autres. Et donc je voulais absolument qu'il ait à côté de ça un vrai métier qui lui permette de vivre et pourquoi pas qu'il essaye d'être comédien. Donc voilà, donc c'était très important pour moi. Donc il s'est inscrit dans une école de cinéma. Et donc travailler. Il a un diplôme il est malin, Victor, donc il s'est inscrit et puis il a pris une option scénariste à la fin. Mais il a quand même fait une école de cinéma qui lui aurait permis de toute manière, quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, puisque sa rencontre avec Xavier Beauvois, elle a été, puisqu'il était assistant sur le film, et c'est grâce qu'il avait fait cette école-là qui lui permettait d'être assistant sur ce film. Donc ça lui a permis de rencontrer un réalisateur qui lui a donné et après qui l'a fait tourner. C'était quel film, le titre du film? C'était Les Gardiennes. Il était assistant sur Les Gardiennes. Et après, il a fait Albatros en tant que comédien avec lui. Donc voilà, c'était important parce que je savais que il fallait qu'il ait ça. Mais en même temps, son premier rôle au cinéma, en tout cas devant la caméra, c'est moi qui lui ai donné dans un moyen métrage que j'avais produit avec Christian Vadim et dans lequel il jouait. C'était son premier rôle, il avait 10 ans. Donc je savais qu'il était fait pour ça, qu'il avait envie de faire ça, mais je voulais être sûr qu'il puisse travailler dans sa vie. Ah oui, vous êtes quand même assez... vous avez un fond d'anxiété, quand même. Bien sûr, bien sûr.
bien sûr. Pas aussi zen qu'on pourrait le penser finalement. Je suis zen, mais quand c'est ses enfants, on veut être sûr qu'ils réussissent dans leur vie, qu'ils aient un métier et qu'ils puissent travailler. Je pense que c'est l'angoisse de tous les parents. On a tous envie que nos enfants travaillent. Et si je vous demande le moment où vous vous êtes senti le plus utile dans votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de me répondre? Est-ce que c'était en tant que mari, en tant que père, en tant que fils? À quel moment vous vous êtes dit, là, j'ai le sentiment d'avoir été vraiment utile et je suis content? Je me sens jamais vraiment utile, non. C'est pas une question que je me pose. C'est pas quelque chose où je me dis tiens, voilà, là au moins j'ai servi à quelque chose. Non, j'ai pas ce sentiment-là. D'abord, je fais les choses avec plaisir, avec curiosité. Et si ça peut amener du bonheur à quelqu'un et une réussite dans quelque chose, je suis très heureux. Mais je le fais pas en me disant tiens, voilà, ce que j'ai fait, c'est bien. J'ai servi à quelque chose. Non, c'est pas quelque chose auquel je pense. Non. Ah oui, oui. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une réussite de laquelle vous êtes le plus fier? Il y a plusieurs choses dans lesquelles je suis fier. Non, bien sûr. Non, mais ça, il y en a plein. Déjà, d'avoir réussi à avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir élevé des garçons, quand je croise des gens qui me disent on a vu votre fils, qu'est-ce qu'il est bien élevé. Enfin, je parle des trois, bien sûr. Oui. Il est bien élevé, ou voilà, où j'ai été manger au restaurant de ton fils, voilà, c'était très bon. Pour Victor et Giacomo, c'est la même chose. Donc de ça, je suis très fier et très heureux. Mais ça n'est pas une utilité. Je suis heureux pour eux de savoir que voilà qu'ils ont accompli, et moi j'y suis pour rien parce que ce sont eux qui sont comme ça. Donc ce genre de choses, oui. Après, je suis heureux aussi d'avoir réussi un rêve d'enfant qui était de devenir pilote de Formule 1. Et quand j'avais 11 ans, que j'étais au Grand Prix de Monaco, et comme beaucoup de gamins, je me suis dit tiens, je voudrais être pilote de Formule 1 un jour. Un jour, j'étais au départ, en 94, au départ du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Donc j'étais très heureux de tout ça et d'avoir pu combler ces rêves-là. Donc c'est des choses. Et aujourd'hui, d'être sur scène et de jouer, d'avoir pu jouer devant mon père aussi, puisque la première fois que j'ai joué, ça remonte assez longtemps, mais il était là, il m'avait écrit une lettre justement comme quoi il était très heureux que enfin je devienne comédien. Donc toutes ces choses-là me rendent heureux, et de savoir que mon père était heureux de ça, mais je ne sens pas de l'utilité. Oui. Parce que vous parliez de cinéma dans Itinéraire d'un enfant gâté, de Claude Lelouch. C'est votre père qui finalement vous fait jouer, vous campez le rôle de Belmondo jeune. Et après, dans Le Magnifique, vous êtes constamment aussi vous le suivez sur le tournage. Quand j'ai 10 ans, oui. Ouais. Non, mais oui, non, bien sûr. Alors déjà, mon père, je pense, j'ai eu cette chance d'avoir grandi sur des plateaux de cinéma et d'avoir vécu dans ce milieu, et d'avoir eu cette liberté de voir comment se faisaient des films, d'avoir été dans cette ambiance, d'avoir joué sur des plateaux de cinéma, d'avoir été pendant le tournage du Magnifique et d'avoir passé un mois au Mexique avec mon père sur le tournage, avec les comédiens, avec tout le monde. Tout ça, c'est des choses excessivement enrichissantes pour sa vie et pour ma vie à moi. Donc c'est des moments incroyables. Mais c'est vrai que et quand il me demande de jouer son rôle, de le jouer lui jeune dans Itinéraire et dans Les Misérables aussi, je le fais plus à ce moment-là pour lui faire plaisir, mais je le fais pas parce que moi ça me rendait heureux d'être comédien, parce qu'à ce moment-là je voulais être pilote et je ne pensais qu'à ça. Ça a été un moment fantastique, j'étais très heureux de le faire, j'étais ravi bien sûr de travailler avec Claude Lelouch, qui est une personne fantastique. Aujourd'hui, je lui suis reconnaissant parce que j'ai pu partager ce moment avec mon père, mais à l'instant T, à ce moment-là, je le fais vraiment pour leur faire plaisir. Je le fais pas parce que je me dis génial, je vais être comédien. Non, j'étais très heureux de le faire. Mon père était très heureux de partager ce moment-là, et aujourd'hui, je suis très heureux d'être dans ce film avec mon père. Et il vous trouvait bon comédien? Oui, il le disait, il dans une interview, il le dit, oui. Mais dans la lettre, vous dites, il m'a... Dans la lettre, il était critique? En fait, non, il n'est pas du tout critique, au contraire, non, dans la lettre, en fait, c'est un petit peu la même chose que ce que son père lui avait dit lorsqu'il était revenu au théâtre quand il a joué Keane. Oui. En fait, il dit, enfin, tu deviens comédien. C'est-à-dire qu'enfin, je faisais le métier qui pensait qu'était le métier pour moi et qui voulait que je fasse.
Donc voilà, pour lui, c'était une satisfaction de enfin, voilà, j'étais là et je faisais ce métier, tout en me disant que ça allait sûrement être difficile et ainsi de suite, mais qu'il était très heureux de ça. Donc je suis heureux qu'il m'ait écrit cette lettre et d'avoir cette lettre de lui. Oui. Ouais. On va clore cette première séquence. Et quand vous regardez dans le miroir, quelquefois, quand vous regardez, est-ce que vous vous dites, tiens, bah, du coup, je ressemble à mon père, je le sens. Comment vous réagissez ? Non, je ressemble à mon père, c'est les gens qui me le disent. Moi, ça, Vous le voyez pas ? Non, moi, je le vois pas, je m'en rends pas compte. Souvent, les gens me disent « Ah, dis donc, c'est incroyable, tu as la même voix que ton père » ou « Ah, qu'est-ce que tu ressembles à ton père ?» Voilà, mais moi, c'est quelque chose auquel, un, je l'entends pas, et deux, je ne me vois pas. Je veux dire, je le vois pas, je le vois pas comme ça. Je vois la ressemblance de mon fils ou de mes garçons avec leur grand-père, mais moi, je la vois pas. Ou je vois d'ailleurs, quand je vois Vaé, mon petit-fils, et je me vois jeune, je dis, c'est incroyable, il y a de la ressemblance entre les deux. Mais moi, entre mon père, je ne m'en rends pas compte, je le vois pas. Mais forcément, il y en a une. Je parlais d'avoir été élevé, grandi sur les plateaux. Forcément, j'ai vu mon père jouer depuis l'âge de, je crois que ça doit être 4 ans à peu près. Ah oui. Et j'ai été sur tellement de films que voilà, donc j'ai été baigné dans ça toute ma vie. Donc c'est vrai que quelque part, j'ai une notion de la comédie qui est à travers celle de mon père, oui. Bon, alors on va aller ausculter un peu le côté, les idées sombres, aller un peu fouiller dans les idées noires. Alors, vous vous faites très discret dans les médias. Est-ce que c'est par méfiance ou par pudeur ? Non, je veux bien aller dans les médias quand il y a une raison. Par exemple, en ce moment, je suis dans une pièce de théâtre, donc je fais de la promotion pour la pièce et j'accepte de le faire. Mais j'essaye toujours de garder une certaine limite par rapport à ma vie. Voilà, de la même chose, je suis sur les réseaux sociaux, mais je ne donne qu'une partie de ce qui représente de ma vie. Par pudeur, par protection, oui, aussi, oui. Oui, pour vous préserver, par protection. Vous savez, il y a ce dicton, pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, je vis pas caché parce que je vis tout à fait normalement. Enfin, je dis caché non, mais je comprends. Vous comprenez mais alors c'est vrai. Vous exposez pas. Je m'expose pas non plus. Et puis je pars aussi du principe que si on s'expose, il faut avoir quelque chose à dire. Si c'est juste pour s'exposer, histoire de s'exposer, j'en vois pas du tout l'intérêt et j'en ai aucune envie. S'exposer parce qu'on va parler d'une pièce ou d'un film ou d'un livre ou par exemple l'exposition qu'il va y avoir sur mon père à la rentrée, toutes ces choses-là, je suis tout à fait d'accord de le faire, mais en dehors de ça, s'exposer pour s'exposer, non. Oui, et puis parce que les conséquences parfois sont... aujourd'hui, bien sûr, ouais. Encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Oui. Dites-moi, parmi toutes les questions qu'on a pu vous poser au fil de votre vie, quelle est la question qui a le don, mais vraiment de vous agacer, de vous horripiler, celle que vous avez le plus entendue? Elle m'horripile pas parce que c'est pas quelque chose qui m'énerve et bien au contraire d'ailleurs. Mais je pense que celle qu'on me pose le plus, c'est est-ce que votre père était dans la vie comme il était au cinéma? Ça c'en est une qu'on me pose souvent. Donc qu'est-ce que vous dites? Tiens, réponse. Justement, je dis non. Il y avait mon père d'un côté et il y avait l'homme de spectacle, on va dire. Mais ça n'était pas les mêmes, bien sûr. Et très souvent, les gens font des passerelles entre les deux, mais c'est normal. Toute personne qui admire un comédien, il s'imagine qu'il est comme ça dans la vie. Mais ils ont tous des jardins secrets, heureusement. Donc, il y en a une deuxième question qui vous énervait un petit peu, qui vous agaçait, qui vous... Non, mais ça m'énerve pas, hein, attention, je sais pas, parce que, une fois de plus, je le redis, mon père était quelqu'un de positif, était quelqu'un d'aimé, et tout ce qui ressort de sa vie, qui ressort et sur lequel les gens s'intéressent, justement, c'est par rapport à ça. Et de la même manière où régulièrement, et je pense que tous les jours, je dois avoir 10 questions ou 20 questions sur les gens à quel point ils aimaient mon père. Donc c'est quelque chose qu'on me pose très souvent, mais ça ne m'énerve pas, et c'est quelque chose que je comprends.
Et voilà, mais c'est vraiment pas de l'agacement. Non, mais on sent que vous êtes très apaisé, vous êtes zen, je vous trouve assez cool, même si c'est peut-être qu'en apparence. Non, mais le style de question, est-ce que vous n'avez pas finalement été écrasé par la notoriété de votre père, vous étiez dans l'ombre de votre père, les journalistes ont dû vous... Alors, c'est pas dans l'ombre, mais très souvent, on me dit, alors vous n'avez pas peur d'être comparé à votre père. Mais qui peut être comparé à mon père ? C'est la réponse que je fais toujours. Pourquoi est-ce qu'on veut toujours comparer les gens aux autres ? Qui peut être comparé à mon père ? Personne. Alors pourquoi est-ce que moi on devrait me comparer à mon père ? Donc voilà, donc c'est forcément parce qu'il y a une filiation, parce que voilà, c'est mon père, mais non, moi je fais ma vie, j'ai ma vie, elle est ce qu'elle est, et j'ai jamais eu l'ambition j'ai jamais fait quoi que ce soit dans ma vie par l'ambition d'être différent de mon père, parce que souvent on me l'a dit, alors, vous êtes pilote de Formule 1 parce que vous vouliez être différent de votre père. Non, j'étais pilote de course parce que j'aimais la course automobile et c'est ce que je voulais faire, ça n'était pas du tout pour être différent de mon père. Et aujourd'hui, je suis comédien et on me dit, alors est-ce que vous n'avez pas peur justement de ne pas réussir comme votre père ? Je dis, non, je ne réussirai jamais comme mon père parce que mon père est unique et il est le seul, il avait un talent que personne au monde ne pouvait avoir son talent. Donc de ce côté-là, je suis très apaisé et très tranquille. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose aussi souvent. Oui, parce que Vanessa Paradis a déclaré que récemment que c'était compliqué finalement pour les enfants, les filles qu'on demandait plus on attendait beaucoup plus d'un fils que d'un comédien, un autre comédien. Je crois souvent qu'on s'attend que le fils d'eux. Et c'est là où j'ai une vraie admiration pour mon fils Victor, c'est qu'en fait on attend à ce qu'il soit pareil. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on voudrait que si mon père était comme ça, il faudrait qu'en fait que je sois comme ça aussi. Et en fait non, on est différents. Même si physiquement on se ressemble, même si peut-être ma voix lui ressemble, mais après je suis pas lui quoi. Et pour ça, je crois que je comprends la réflexion de Vanessa Paradis. Parce qu'aujourd'hui elle est mère et elle voit ça pour Lily Rose. Pour Lily Rose, où en plus elle a et la mère et le père, donc Lily Rose Depp. Ça complique encore plus les choses. Et je pense que quelque part elle doit se dire que voilà que c'est compliqué. C'est vrai qu'on demande des choses ou qu'on a ce côté de se dire ah oui mais c'est plus facile pour eux ou non, c'est pareil que pour les autres. Il y a des facilités d'un côté, des difficultés de l'autre. Et justement, ce que je trouve dans Victor, et c'est là où c'est sa force, c'est que même s'il a une ressemblance très forte avec mon père, il a réussi à se créer un univers et un personnage de cinéma qui fait qu'il a sa propre personnalité. Mais il l'a fait parce que c'est lui qui est comme ça. Et heureusement, aujourd'hui, on le voit comme ça. Et je suis très heureux pour lui. Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie ? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Alors, votre séparation avec votre épouse, Louana, après une trentaine d'années, a fait les choux gras de la presse People. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Bien sûr, je l'ai pas bien vécu, ça c'est évident. On ne peut pas vivre bien de voir sa vie privée étalée de la manière dont cela a été. C'est très frustrant et on se dit, qu'est-ce que je fais ? Je réponds et je donne ma version et j'alimente encore plus la situation où je me dis, bon, j'ai des enfants, j'ai une famille, je vais plutôt les protéger et je vais prendre sur moi et je vais attendre que ça se passe. Et puis ça s'est passé parce que forcément, à un moment donné, ces choses-là se passent. Mais c'est vrai que c'est très violent. Quand vous prenez des insultes de personnes parce que voilà, ils ont une version de l'histoire, ils pensent que c'est cette version-là. Oui, c'est assez violent. Mais après, il faut attendre parce que toutes ces choses-là passent. Je veux dire que c'est un fleuve. Vous voyez un bout de bois, il vous passe devant, il est là. Et puis il s'éloigne, et puis il devient plus petit, et puis on ne le voit plus. C'est la même chose dans la vie. Comment ça vous a aussi, parce que finalement on peut passer une trentaine d'années avec une femme, ou un homme, et ensuite se rendre compte
compte de la violence parfois des propos qui sont tenus. Ça vous a choqué? Vous vous êtes bien dit, sûr qu'on l'est, bien sûr qu'on l'est, mais c'est pas une raison d'y répondre et pareil d'un seul coup d'alimenter les choses. On peut comprendre la blessure de quelqu'un peut-être par blessure de dire des choses, mais c'est la vie comme ça. C'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois. Et voilà, c'est comme ça. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir prendre du recul avec les situations et se dire, bon, ok, c'est comme ça, ça va durer un certain temps. Mais voilà, ce qui a été très important pour moi, c'est que d'abord, mes proches et mes enfants connaissaient notre vie de couple et notre histoire. De voir aussi qu'eux, non plus, ne se sont jamais exprimés là-dessus. Et voilà, après, c'est d'apaiser les choses et que ce genre de choses se règlent en famille en général. Mais c'est la difficulté de la notoriété. Oui, c'est le prix à payer quand on porte un nom connu. Et c'est le prix à payer encore plus aujourd'hui où vous avez les réseaux sociaux qui alimentent encore plus ce genre de situation. Avant, parce qu'aujourd'hui, justement, comme je suis occupé de cette exposition qui va avoir lieu sur mon père, je suis retombé sur plein de coupures de presse des diverses séparations de votre père, et elles étaient très violentes aussi à l'époque. Mais ça n'était que la presse, donc en fait, c'était très limité dans le temps. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'on se sent, on se dit, bon, il y a certaines personnes, mais bon, il y en a quelques-uns. J'ai le défaut de mon père où je suis rancunier, je m'en souviendrai longtemps. Ah tiens, vous êtes rancunier. Ah ouais, ça ouais. Non, il y en a. Enfin, un peu. Non, je le sais. Non, un défaut. Je peux pardonner des choses, mais il y en a quelques-uns dont je sais, je ne pardonnerai pas. Non. Œil pour œil. Non, je ne me vengerai pas. Non, il n'y aura pas de vengeance. Mais voilà, je sais ce qu'ils ont dit, je sais ce qu'ils ont écrit. Je sais de la manière dont ils se sont exprimés à la télé, et puis voilà. Tiens, d'ailleurs, j'avais préparé 2 questions. Je voulais vous demander, à qui aimeriez-vous dire pardon? Pardon, je ne pense pas avoir fait dans ma vie quelque chose où je devrais dire... on fait tous des erreurs, des choses où je me suis trompé, excuse-moi, oui. Mais de là à dire pardon, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de grave et de se dire, j'ai causé un problème qui fait que, oui, excuse-moi, pardon, j'aurais pas dû faire ça. Non, il n'y a pas j'ai pas de pardon. On peut se tromper dans la vie, on peut s'excuser dans la vie. Dire pardon, c'est vraiment... C'est qu'on a fait vraiment du mal à quelqu'un, d'une manière forte. Alors, à contrario, qui devrait vous dire pardon? Personne. Je demande pas le pardon à quelqu'un. Pas ceux auxquels vous pensez et qui vous ont fait du mal? Ah non, surtout pas leur pardon. Non, je vous dis, je suis rancunier. Donc... Non, de ce côté-là, je suis assez comme mon père. Je l'ai vu se fâcher avec des gens toute sa vie et je le comprends aujourd'hui. Ouais. Donc parfois, ça vous arrive de vous dire « Paul, tu n'aurais pas dû » Paul, j'aurais pas... Oui, ça arrive. Parfois, on se dit, tiens, j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais dû faire ça différemment. Oui, bien sûr. Non, mais ça... Les derniers exemples en date. Ça arrive. Ouais. La dernière fois que vous vous êtes dit j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pas dû dire ça, c'était quand? En tout cas, pas sur parce que une fois de plus, je vous ai déjà dit, l'histoire avec ma femme n'est pas du tout celle qui a été ressortie. Je m'exprimerai pas plus sur ça. Oui. Je sais pas. Ça remonte à pas mal de temps. Hein. On fait des erreurs. On se dit tiens, j'aurais dû faire différemment. Je suis sûre que vous pensez à quelque chose, non? Non, parce que c'est pas... Non, parce que je regrette pas tout ce que j'ai fait dans ma vie, même si parfois ça a été compliqué, mais j'en ai tiré des satisfactions à chaque fois, et je préfère regarder le côté positif des choses que le côté négatif des choses. Je préfère regarder une vie matrimoniale de 30 ans, des beaux enfants et ainsi de suite, que regarder... une séparation difficile, par exemple. Ou même chose, j'ai eu une écurie de course qui a eu énormément de succès. On a été 2 fois vice-champion du monde. On a fait un double podium aux 24 heures du Mans en LMP2. Et ça s'est terminé difficilement avec un dépôt de bilan. Je préfère regarder la partie positive de l'histoire et pas la partie négative. Je regarde toujours comme ça les choses.
Je suis pas du tout dans le négatif. Oui. Je le prends, je l'encaisse et je l'évacue. C'est bien, hein, mais c'est un travail au quotidien là, quand même par rapport à ce qui peut arriver, etc., de rester quand même très positif. C'est un peu la force tranquille, vous, non? C'est pas rester positif. C'est que une fois de plus, j'ai une vie qui est jusqu'à aujourd'hui, qui était une vie qui est heureuse. Et je regarde autour de moi et je regarde les différentes situations, les différents problèmes que des gens peuvent rencontrer dans leur vie. Et je me dis, à côté de moi, eux, c'est des vrais problèmes. Ouais. Donc, vous êtes plutôt copain avec vous-même? Non, je suis pas copain. Non, c'est pas que je suis copain avec moi-même. Non, c'est pas. Je suis pas quelqu'un qui s'aime et qui est. Je suis bourré de défauts. Je pourrais pas être copain avec moi-même. Donc, rancunier, on a appris que vous étiez rancunier. Ça, c'est sûr, ouais. Après, le deuxième, c'est quoi? Deuxième défaut? Deuxième défaut? On peut aller jusqu'à 3. Hein. Ouais, j'en sais rien, deuxième défaut, ça va demander aux autres, mais non, j'en ai, bien sûr que j'en ai, ça c'est évident que j'en ai des défauts, non. Le mois de septembre, est-ce que c'est devenu un mois que vous redoutez à présent? Non, c'est vrai que c'est un mois difficile parce que mes parents sont décédés en septembre, et c'est vrai que mais c'est pas un moment que je redoute. Je veux dire que c'est le chemin, une fois de plus, c'est le chemin de notre vie, et on sait que c'est des situations qui sont difficiles à affronter, mais c'est la vie qui veut ça. Vous savez, mes parents, ils étaient nés à 15 jours d'intervalle, ils sont morts à 15 jours d'intervalle. Oui. Donc la vie est très étrange. Donc le 6 septembre, votre papa s'en va, et votre maman le 13 septembre. Donc votre papa, ça fera 5 ans. Votre maman, 2 ans. Ouais. Est-ce que pour votre papa, est-ce qu'il vous manque différemment au bout de 5 ans? Ils manqueront toujours. Je crois que nos parents vont nous manquer à vie. Quand les années ont un peu passé, est-ce que le deuil, est-ce que l'absence est toujours aussi difficile? Est-ce que parfois vous vous dites, tiens, vous avez le réflexe presque de vouloir appeler votre père ou votre mère pour lui raconter quelque chose? Non, parce qu'ils ne sont plus là physiquement, donc je n'ai pas besoin, mais je peux leur parler. Je parle à ma mère, je parle à mon père. Et je pense que beaucoup de gens font ce genre de choses. Ils sont plus là. Pas tout le monde. Ils sont plus là. Si vous avez une bonne relation, et si vous aimez vos parents, et si je pense que oui. Je pense que quelque part, on se demande s'ils seraient contents, pas contents, heureux ou pas heureux. Ils nous manquent parce qu'il y a des situations où on aimerait qu'ils soient là, où on se rappelle de moments où on était avec eux, et c'est des moments de partage. Mais on les ressent toujours. Enfin, moi, je ressens toujours ma mère, je ressens toujours mon père. Ils sont plus là physiquement. Je peux plus leur parler, je peux plus leur dire, tiens, s'il avait été là, je pense que les choses se seraient passées différemment. Ou si elle avait été là, pareil. Mais non, ils sont. Quand je joue au théâtre, je pense à mon père. Tous les soirs? Tous les soirs? Ouais, tous les soirs, oui, bien sûr. Non, mais c'est. C'est des choses je pense que c'est des choses de la vie où si on a partagé des moments avec ses parents, surtout dans le cas de mon père, où justement, c'est pas qu'on a envie qu'il soit là, mais qu'on se dit, certainement, il serait heureux de ça. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus, je suis pas en train de lui parler, c'est pas mystique ce que je dis. Non, c'est pas dans le côté. Non. Mais c'est juste voilà, c'est un ressenti. Et c'est pour ça que je dis toujours. Bon, j'ai des amis qui ont perdu leur père récemment, et ce que j'ai dit, tu sais, c'est une perte physique, mais quelque part, ils sont toujours là. Quoi. Je veux dire ils sont partis, mais ils sont toujours là. Oui. En fait, c'est une présence qui est différente. Ça laisse un vide, la mort. C'est une présence qui est différente. Alors c'est vrai qu'on a un père en plus connu comme le mien, systématiquement, on vous en parle toujours, et heureusement, c'est quelque chose qui me paraît normal et qui me donne l'impression, en fait, quelque part, qu'il est toujours là. Mais en même temps, avec la volonté à ce qu'on continue de parler de lui et que son œuvre, son travail perdure dans le temps. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour ce 5e anniversaire de sa disparition? Rien, j'espère juste qu'il sera content de l'exposition qui sera faite sur lui à la Cinémathèque, et j'espère qu'elle ressemblera à quelque chose qu'il aurait voulu. Donc je trouve que c'est intéressant qu'un acteur populaire
et une exposition dans un lieu comme la Cinémathèque. Donc je trouve qu'au coin de la rue Paul Belmondo, puisque la Cinémathèque est au coin de la rue Paul Belmondo. C'est génial. Donc je trouve qu'il y a une histoire qui est intéressante. Et vous pensez qu'il vous guide dans le choix de certaines photos, dans les choix des angles? Non, ça je crois pas du tout. Vous ne le sentez pas présent? Non. Ça je crois pas du tout au côté de guider. Je pense que c'est plus dans le côté de demander, de savoir qu'il est là. Mais pas du tout dans le côté de me dire tiens. Alors après, il y a des signes de la vie qui fait quelque part, c'est difficile de se dire que peut-être il est là, peut-être oui, il guide les choses, mais c'est pas quelque chose auquel je pense. Vous les avez vus dans un rêve? Ils viennent, votre père ou votre maman, est-ce qu'ils viennent? Non. Jamais vu? Non, ça c'est quelque chose que j'ai pas. Et j'ai pas eu un moment où je suis avec mon père ou avec ma mère quelque part. Non. Vous aimeriez bien? Non plus. Non, ils sont plus là. Ils font plus partie de notre monde et j'ai pas envie ils sont partis. Donc je crois que c'est là où il faut faire très attention à ce genre de choses. Non, ils sont plus là, mais ils sont d'une manière, ils sont toujours là parce qu'ils sont dans notre vie. Dans notre esprit et dans nos souvenirs. Il faut continuer à les faire vivre intérieurement, finalement. Il faut continuer à les faire vivre intérieurement, il faut continuer à les avoir en souvenir, bien sûr. Oui. Ouais. Et est-ce que parfois, pour vous, dans les moments de cafard, vous vous surprenez à vous dire et si la mort n'était qu'un mot, et si la vie se poursuivait encore? Je ne sais pas, je pense qu'on a tous cette question de savoir qu'est-ce qui va se passer le jour où on n'est plus là. Ça vous angoisse, vous? Non, ça ne m'angoisse pas, mais c'est une question. C'est une question qu'en plus, plus on vieillit, et plus on se dit, on se rapproche tout doucement de ce moment-là, même s'il peut arriver à n'importe quel moment de sa vie, parce que je crois qu'on est avec une date de naissance et on est avec une date de mort. Donc voilà. Donc ça vous êtes convaincu de ça? Je pense, oui. Je pense, oui. Si on n'avait pas de date, Mais d'où vous la sortez, cette date? Non, je crois que c'est comme ça. La vie, je pense que la vie est comme ça. Je pense qu'on est avec une date de naissance et on a une date de mort à un moment donné de sa vie. Oui. Ouais. Pourquoi il y a des gens, malheureusement, qui vivent jusqu'à 20 ans et d'autres qui vivent jusqu'à 106, 107, 110 ans et vous pouvez fumer, faire toutes les conneries de votre vie et vivre 110 ans et regarder et regardez moi j'ai oublié son nom malheureusement, Charlie Dalin qui vient de partir. C'était un garçon fantastique, jeune et qui part à 42 ans je crois. Donc c'est pourquoi? Mais je crois que malheureusement notre vie est écrite. Donc Paul Belmondo s'imagine devenir centenaire? Ah, pas du tout. J'espère vivre le plus longtemps possible et dans le meilleur état physique possible, oui. Mais je ne m'imagine pas. Non, je ne sais pas si je vivrai jusqu'à cet âge-là. Mon père croyait qu'il y avait autre chose après la vie. Il ne savait pas quoi, mais il en était persuadé. Je verrai. Vous le retrouverez. Ou pas. Ou pas. Ou pas. De toute façon, finalement, ça donne de la force de croire que la vie se poursuit. Bien sûr que ça donne de la force. Bien sûr que ça rassure. Les religions rassurent. Les religions. Non, mais sans parler de religion. Non, mais quand je dis les religions sont là parce qu'elles nous expliquent. Enfin, en tout cas, nous réconfortent sur un après, sur quelle que soit la religion, parce qu'elles sont toutes pareilles. Elles nous vendent toutes la même chose. Au moins sur ce point-là, elles sont d'accord. Mais à leur manière et sur différentes façons. Mais c'est vrai que oui, je crois que c'est une manière de se rassurer. Oui, oui. Et puis au quotidien, c'est bien de se dire on va les retrouver. Du temps et que les choses vont recommencer. Et ils nous envoient des signes parfois. Oui, aussi, oui. Alors, tenez, regardez ce domino et dites-moi si ce sont les chiffres pair ou impair qui font le plus écho dans votre vie. Je dis impair en fait, parce que je suis né le 23 avril 1963, donc j'ai beaucoup d'impairs dans cette date de naissance-là. Mais j'ai jamais vraiment fait attention en me disant tiens, avec un numéro impair, j'ai eu plus de réussite ou moins de réussite. Alors c'est vrai que même si je repense, alors il y avait certains numéros que je n'aimais pas, quand je courais notamment. C'est vrai que le 8 était un numéro que je n'aimais pas. Ah oui, pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'ai eu des choses, des mauvaises courses ou des accidents avec le 8 et c'est un numéro que je n'aimais pas. Après, les autres numéros,
Après, forcément, il y a des numéros qu'on préfère que d'autres. Mais j'étais pas attaché, c'est-à-dire que voilà. Et quand vous couriez, le chiffre porte-bonheur, c'était quoi alors? J'ai pas un chiffre porte-bonheur, mais c'est vrai que en même temps, le 12 et le 11 m'ont souvent réussi. Oui. Je crois qu'en Formule 1, j'avais le 17 avec March. Après, quand j'ai couru avec mon équipe, j'avais le 37, et c'est vrai que ça a été une belle saison et des très bons souvenirs. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a des chiffres quelque part, qui vous marquent plus. Et souvent, quand je regarde une course et je regarde quel numéro ils ont, et je vois, tiens. Mais après, il y a des numéros, on sait, qui ont souvent amené des victoires à des pilotes et qui sont attachés. Aujourd'hui, les pilotes gardent leur numéro. Ce n'était pas le cas à mon époque. On avait le numéro de son classement au championnat. Et alors, on va se tenir à la symbolique des chiffres impairs. Alors, le chiffre 1 désigne l'unique. À quelle période de votre vie vous vous êtes senti vraiment unique dans la famille Belmondo? Est-ce que je me suis senti unique? Oui, unique, oui, parce que je suis le seul garçon de la famille du côté de mon père, parce que j'ai mon cousin du côté de... Non, mais vous avez eu des sœurs. Mais j'ai que des sœurs, oui. Voilà, que des sœurs. Ouais. Donc, j'étais l'unique garçon, oui. Et puis aussi, peut-être unique parce que vous avez dévié, vous n'êtes pas allé vers le cinéma, le théâtre, etc. Ouais, non, je pense plus à ce côté unique. D'accord. Et je pense aussi unique parce que je portais aussi le même prénom et nom que mon grand-père. Et je sais que pour mon père, pour mon père et pour mon grand-père, ils y étaient attachés, très attachés. Ouais. Ouais. Là, vous avez fait une rupture. Oui, parce que j'ai pensé à mes enfants à l'école. Je me suis dit, si j'en appelle un Jean-Paul, je pense que ça risquait d'être difficile. Mais ils s'appellent tous Charles, qui est un prénom qu'on a tous, que mon grand-père, mon père avaient. Donc voilà, donc j'ai quand même continué sur ça. Charles, oui. C'est chic. C'est très chic, oui. Pour ça de Gaulle. Alors, le chiffre 3 évoque l'équilibre instable. Quelle période de vie a été la plus instable ou alors le projet le plus bancal? On fait un question-réponse. Le plus bancal... j'ai pas le souvenir de projet bancal. Mais si je devais dire 3 et dire vraiment le truc qui était le moins en réussite, oui, je penserais à mes études plutôt. Oui. Mais vous avez eu votre bac quand même. Non, j'ai pas eu mon bac. Ah, vous l'avez pas eu? Ah non, j'ai eu mon bac à Saint-Nazaire, mais j'ai pas eu mon bac pour traverser. Je l'ai eu, mais pas. Ah, je pensais que vous l'aviez eu votre bac. Mais moi je suis à une époque où avoir le bac, ça voulait dire c'était difficile. Hein. C'est sûr. Il n'y avait pas beaucoup de réussite au bac à l'époque. Et là, vous vous êtes pas fait engueuler quand vous n'avez pas eu votre bac? Pas du tout. Mon père était déjà content que j'aille jusqu'en terminale. Il était ravi. Il dit c'est bien. Et je comprends pourquoi vous êtes devenu tellement sévère après avec vos fils. Le premier bachelier dans la famille, c'est mon fils Alessandro. Non, dans la famille Belmondo, personne. Mon père a arrêté l'école en 4e, je crois, ou 5e. Mon grand-père n'avait pas son bac, bien sûr. Pourtant, il a été académicien. Et oui. Et aucune de mes sœurs n'ont eu le bac. Non plus? Non plus, bien sûr. Non, ah oui, personne. c'est fou, dis donc. Ah non. Ah oui, alors c'est pour ça que vous serrez la vis à vos garçons, là. C'est pour ça que j'ai serré la vis, oui. Ah, mais en même temps, alors attention. Il y a toujours une explication. Alors, on va remettre les choses dans l'ordre. Quand je faisais mes études, je savais... Alors déjà, j'ai commencé à faire du karting, donc j'avais décidé d'essayer d'être pilote, et je savais déjà que j'allais rentrer dans la vie active, puisque dès que j'ai eu mon bac, j'ai commencé à travailler comme assistant au cinéma. Donc j'avais déjà une formation, et mon père voulait que je fasse ça, et j'étais d'accord, et j'ai commencé à faire ça. Donc en fait, j'avais pas une réelle nécessité à me dire il faut que je travaille, il faut que... Voilà. Et là, pour le coup, si vous n'aviez pas été le fils de Jean-Paul Belmondo, ça aurait peut-être été... J'aurais sûrement eu mon bac, oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Okay. Bon. Non, ça, faut être honnête. Ouais. D'accord. Alors, on poursuit. Le chiffre 5 évoque les 5 sens. L'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher, la vue. Alors, très rapidement, une odeur ou un parfum d'enfance que vous aimez particulièrement ou qui vous revient? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, c'est l'odeur de cuir et de cigare des voitures de mon père. Ouais. D'accord. Un goût que vous aimez particulièrement? Le sucré. Un son qui vous ravit? Un son qui me ravit, comme beaucoup, je dirais les cigales. Ouais. Les cigales. Une matière que vous aimez toucher? Une matière que j'aime toucher, le cuir. Oui. La couleur qui vous va le mieux au teint? Le bleu. C'est vrai que ça vous... C'est vrai que ça vous va bien. Et le paysage qui vous attire le plus? La mer, l'eau en général, parce que j'aime les lacs et la mer, donc l'eau. Ouais.
Pas la montagne, hein, comme papa. Non, si j'aime la montagne, mais Ouais. à choisir entre une vue sur la montagne et une vue sur l'eau, je prendrais une vue sur... Ça peut être sur la Seine, ça peut être sur un lac, ça peut être sur la mer, sur un étang, sur l'eau. D'accord, on a bien compris. Pas... On a compris. Le chiffre 7 est associé à la spiritualité, à la quête intérieure. Quelle question intime vous taraude toujours et encore? Qu'est-ce qui me taraude toujours et encore? Ouais. Est-ce que je suis une bonne personne? Ouais, ça c'est quelque chose. Est-ce que je suis quelqu'un de bien? Oui. Ah bon? Non, bien sûr. Est-ce que je suis quelqu'un de bien pour les autres? Je parle une fois de plus. Je parle pas pour moi. Oui. Je parle pour les autres. Est-ce que c'est vous très perçoit important. comme quelqu'un de bien? Non, pas qu'on me perçoit. Est-ce que vraiment vous êtes quelqu'un de bien? Est-ce que je fais du bien? Est-ce que vous faites du bien pour les autres, Ouais. aux autres? Oui. Et votre verdict, votre sentiment? Je pense que oui, parce que j'ai les mêmes amis depuis très longtemps. Mes enfants ont l'air heureux. J'ai des personnes qui m'aiment autour de moi. Donc j'espère que oui. Alors, le chiffre 9 est associé à la fin d'un cycle. À quel moment un chapitre de votre vie s'est-il refermé? À quel moment? J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu professionnellement. C'est sûr que le jour où j'ai décidé d'arrêter de courir, c'est un chapitre de vie qui s'est fermé. Ça a été plus de 30 ans de ma vie auquel j'ai tout consacré, tout sacrifié pour faire ça. J'en ai eu énormément de satisfaction et de joie et ça m'a permis de travailler derrière aussi. Mais ça a été la fin d'un chapitre. C'est vrai que le jour où je me suis dit j'arrête, c'est fini, je ne cours plus, ça a été une page d'un livre qui s'est tournée et fermée. Oui. Et ça a été des nuits plus difficiles? Avant de prendre la décision, oui. Parce que c'est une décision, c'est se lancer dans le vide, c'est se dire, je pars sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau projet de vie. Donc oui, c'est une décision, oui. Bon, vous ne la regrettez pas? Pas du tout, parce que je suis très heureux dans les choses et la chance que j'ai eue de tout ce que j'ai eu derrière. Alors, dernière question. Si vous deviez choisir un chiffre impair pour vous représenter, lequel choisiriez-vous? Je dirais 23, je dirais ma date de mon jour de naissance. Le 23, on mise sur le 23? Oui. D'accord, ok. J'ai jamais gagné avec, mais je mise dessus. On verra bien. Alors, on va terminer l'émission avec cette dernière séquence, hasard ou destin, puisque dans un jeu de domino, on tire au hasard des pièces et finalement tout s'enchaîne. Comme si c'était l'œuvre du hasard et du destin. Alors, vous qui avez été coureur automobile, avez-vous le sentiment d'avoir totalement piloté votre vie ou bien parfois le sentiment qu'on a pris le volant à votre place? On peut voir la question de deux manières. Alors, est-ce qu'on parle de moi au volant de la voiture? Oui, je l'ai piloté à 100% et j'ai eu ma destinée entre les mains à 100%. Est-ce qu'on parle de choix à un moment donné, de carrière, et comment les choses se sont articulées? Forcément, non. Les choix ont été faits par d'autres et par la force des choses. Donc, on ne pilote pas forcément à 100% sa destinée dans ce métier-là. Et donc, le plus beau virage que vous ayez pris dans votre vie? J'emploie les mots des coureurs automobilistes. Le plus beau virage que vous ayez pris, c'est celui d'avoir fait des enfants, d'être monté sur scène? C'est pas ça, parce que pour moi, ça fait partie de la vie d'un homme. Et je pense que en tout cas, moi, c'était à ce moment-là, on a envie d'avoir des enfants et c'est pas on se projette pas en se disant comme une carrière ou comme on décide de se dire où je vais à droite, je vais à gauche. Non, pour moi, je vois pas ma vie de famille, en tout cas familiale, comme ça. Non, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de nous, qui est en nous. Et qu'on ne maîtrise pas d'ailleurs. Donc non. Pour moi, les décisions ne peuvent être que des décisions professionnelles ou de sens de sa vie. Changer de métier comme je l'ai fait, par exemple, c'est un choix qu'on fait à un moment donné.
Et on se dit, tiens, voilà, maintenant je vais faire autre chose. Après, pour parler du métier que je fais aujourd'hui, c'est vrai que quand j'ai décidé de devenir comédien, je pensais que j'allais faire plus de la télé ou du cinéma et j'avais très très peur du théâtre. Et aujourd'hui, je fais surtout du théâtre et on me propose énormément de théâtre. Et voilà, donc quelque part, de ce côté-là, je ne décide pas à 100% de ce que je vais faire. Je vois quelqu'un qui doit être content, c'est votre grand-père, hein, puisqu'il avait dit à son fils « Ah, enfin, tu fais du théâtre, enfin, tu fais ton métier. » Je pense que mon grand-père était très heureux d'avoir un petit-fils et un arrière-petit-fils qui alors, il ne fait pas de théâtre, mais je sais qu'il en fera. Mais en tout cas, un petit-fils qui soit comédien, oui, il aurait été très heureux. Ouais. Victor, oui. Est-ce que vous êtes attentif au clin d'œil du réel, aux signes, aux coïncidences? Et est-ce que vous vous dites, bah, finalement, c'est des messages, c'est rien que le hasard, ou alors sont des messages du destin? Je crois à ça. Je crois à ça parce qu'il y a forcément des moments, des rencontres, des choses ou des situations qui vous font penser à ça. Alors, est-ce que c'est nous qui les interprétons de cette manière-là, ou est-ce que c'est la réalité de signes du destin? Je l'avais déjà raconté quand on a décidé d'amener les cendres de mon père à Piriac. On devait, donc la veille au soir, j'essaye de réserver un taxi, j'arrive pas à réserver de taxi, ça marche pas, les compagnies de taxi, il y en a pas, je peux pas réserver. Donc je dis bon, je me lève tôt le matin et j'essaye d'appeler, j'arrive pas à avoir de taxi. Je dis c'est pas possible. Donc on décide de descendre dans la rue et on arrête un premier taxi. Oh non, c'est pas ma route. On arrête un deuxième. Oh non, c'est pas ma route. Et puis là je regarde, je dis bon, on va rater le train, quoi. C'est pas possible. On prend le métro. Et on prend le métro, et donc je suis là avec le sac, avec l'urne de mon père, et je rentre dans le métro sur l'urne. Et d'un seul coup, à cette époque-là, je prenais très peu le métro, et je regarde la ligne, et je me rends compte qu'on passe par Bir Hakeim et qu'on va prendre le pont de Bir Hakeim. Et là, je me suis dit, espèce d'enfoiré, tu voulais refaire un tour sur le pont de Bir Hakeim. Et donc, je crois à ça. Je me dis que quelque part, il savait qu'on allait distribuer ses cendres, donc, comme il voulait, puisque c'était sa volonté. Mais je pense qu'il voulait faire un dernier tour de manège. Donc, je crois à ça. Après, c'est mon interprétation. C'est peut-être juste que ce jour-là, mon application buguait, je n'arvais pas à réserver, que j'ai pris 2 types. Mais c'est vrai qu'il y a un tas de choses qui vous font penser à ces choses-là. Voilà, la vie est comme ça. Il y en a eu d'autres, mais voilà, c'était comme ça, oui. Et il y a une rencontre qui, pour vous, n'est absolument pas le fruit du hasard. Est-ce que quelqu'un, à un moment, sur votre chemin, a fait irruption et vous êtes dit je devais rencontrer cette personne Oui, je crois que ce n'est pas un hasard. Je crois qu'on provoque les situations involontairement ou volontairement, mais je crois que forcément, à un moment, je pense que c'est arrivé à beaucoup de personnes où on se dit on devait être à un endroit et puis pour une raison X, on n'y est pas et on va à un autre et il se passe quelque chose ce jour-là, à ce moment-là. Donc forcément, c'est le destin qui a choisi pour ça. Est-ce que le jour où je vais au Grand Prix de Monaco avec mon père, je me retrouve à côté de Jackie X, que Jackie X m'emmène dans les stands et que je deviens complètement fou dingue je me dis je vais être pilote de Formule 1, est-ce que je serais devenu pilote de Formule 1 ou pas si toute cette situation-là ne s'était pas passée? J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont provoquer et diriger votre vie. Oui. Là, vous aviez quel âge quand il vous a... J'avais 11 ans. Oui. Ouais. Donc, probablement... vous vous dites que l'histoire est écrite d'avance? Je ne sais pas si elle est écrite. En tout cas, on nous met sur le chemin de notre vie et c'est à nous de la tracer. Oui. Ouais. En même temps, vous disiez tout à l'heure qu'on avait une date de naissance et une date de mort. Oui, donc, ça laisse supposer que c'est écrit. Je dis pas que notre vie est écrite, parce que ce serait très triste. Oui. Ce serait très triste que l'on ait et forcément on va faire ça. Non, pas du tout. Au contraire, on peut changer. On a cette possibilité-là de changer les choses. Et heureusement. Mais non, je dis juste que pour moi, c'est une explication de se dire, je pense que malheureusement, c'est comme ça. Et on ne peut pas le contrôler. Oui. Je pense que c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler. Je voudrais vous faire réagir à 2 citations. La première est signée Jean Cocteau. Jean Cocteau a écrit « Le hasard est une façon de nommer ce que l'on ne comprend pas ». Est-ce que vous lui donnez raison? Le hasard est une façon de nommer ce que l'on ne comprend pas. Oui, quelque part, je pense que oui, quelque part, il a raison, parce que c'est l'inexplicable. Ou au contraire, on veut donner une explication à quelque chose, et on se dit, c'est pas le hasard. Mais peut-être si ça n'est juste que le hasard, et rien d'autre. Mais on veut toujours essayer d'expliquer les choses. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on est de plus en plus dans une société qui veut trouver des réponses à toutes les questions
Il faut absolument avoir des réponses immédiates. Bien sûr qu'on est dans une société comme ça. D'abord parce qu'on est dans une société excessivement violente aujourd'hui, difficile pour les gens. Mais c'est vrai qu'on veut tout expliquer, on veut tout essayer de comprendre. Enfin, on le vit en ce moment. Je veux dire que vous voyez avec prendre l'exemple de la canicule en ce moment, où en fait on veut des explications à tout. On voudrait que tout soit solutionné. On voudrait que, non, tout, on ne peut pas tout contrôler. On peut pas. Il faut aussi. Je trouve que quelque part, on a perdu de l'adaptation à la vie et du recul sur les choses. Alors aujourd'hui, il fait très chaud chez nous, mais vous avez des villes qui vivent dans la chaleur depuis toujours et depuis tout le temps, et ils vivent et ils travaillent et tout se passe bien. C'est juste que nous, peut-être, on ne s'est pas adapté et puis il va falloir qu'on s'adapte. Donc, voilà. À l'heure à laquelle on enregistre l'émission, c'est une période caniculaire qui ne s'est jamais presque produite. Jamais, on n'a jamais eu aussi chaud. Non. Voilà, c'est pire que 2003 et ça se poursuit. Vous dites quand même que l'homme aujourd'hui, on est dans une société qui fait qu'on ne supporte plus tellement résister en fait devient difficile finalement. On se plaint beaucoup. Trop. Alors attention. Oui, parce que c'est difficile de supporter la chaleur. Attention, la chaleur est quelque chose de. Je dis pas que les gens ont tort de se plaindre, parce que vous avez des gens qui sont dans des situations qui fait qu'ils ont raison de se plaindre, parce qu'on les a mis dans cette situation-là, ou parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement qui leur permette en ce moment de vivre dans des conditions. Donc il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ce que je dis juste, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de dire, voilà, on rentre dans une période où ça va être comme ça, il va falloir penser au futur, faire en sorte que les choses s'améliorent et s'adapter et regarder. On parle de Séville, on peut parler de Marrakech, on peut parler de plein de villes dans le monde qui vivent avec la chaleur depuis très longtemps et ces gens vivent bien et se sont adaptés. Et ben voilà, regardons et faisons en sorte qu'on va vivre mieux. Mais aujourd'hui c'est difficile, mais demain ça sera mieux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui on met les gens dans un conditionnement où on ne leur donne pas d'explication réellement et on noircit le tableau plus qu'autre chose. Oui, alors qu'il y a quand même des solutions il y a des solutions. Il faut repenser un système. Je connais bien l'Italie. L'Italie, vous avez des villes dans le sud de l'Italie, je crois que vous allez dans les Pouilles, il fait très très chaud et depuis des centaines d'années. Et ça va, tout va bien. Donc tout ce genre de choses, ça veut dire que voilà, d'autres gens, regardons ce que les autres ont fait, adaptons-nous, modifions. Voilà. Mais par contre, il faudrait qu'on ait des politiques qui prennent des décisions pour nous et non pas des décisions électorales. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, les politiques prennent des décisions électorales. Donc là, vous demandez aux futurs candidats présidentiels, à la présidentielle, de proposer de vraies idées, de vrais projets là, pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, j'y crois pas malheureusement, parce que si vous regardez la télévision aujourd'hui, vous voyez des hommes politiques qui en fait ne prêchent que pour leur paroisse, à eux. Peu importe de ce qui va se passer pour nous, ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à rien d'autre. C'est ce que vous pensez moi je pense ça à 100%. Je pense qu'aujourd'hui les hommes politiques ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à leur pays. C'est terrible ce constat que vous faites. Mais c'est la vérité. Mais regardez tous les candidats aujourd'hui qu'on va avoir, de Mélenchon à Gabriel Attal, en passant peut-être Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Ou Bardella, ils prêchent pour leur paroisse. Il n'y en a aucun qui prêche pour le pays. Raphaël Glucksmann. Mais pareil. Déjà, il ne s'est pas présenté, donc il parle pour lui. Est-ce qu'il n'ose pas se présenter? Donc déjà, c'est un acte politique. Voilà, si c'était un vrai politique qui se lancerait aujourd'hui, il dirait je m'engage. Peu importe si je fais 4 ou 5%, je m'en fous. Je m'engage pour mon pays. Il n'y a pas de courage aujourd'hui en politique. Ah oui, dis donc, vous êtes sévère quand même. Je suis très très dur. Sur ça, je suis très passéiste et je trouve que peu importe, que ce soit Chirac, Mitterrand, Pompidou, Giscard, qui vous voulez, ils ont fait des erreurs, mais c'était des hommes qui étaient quand même plus courageux que ce qu'on a aujourd'hui. Oui. On manque de courage aujourd'hui. Je pense, oui, qu'ils soient capables aujourd'hui de dire, c'est pas une décision pour mon politique, je vais prendre une décision qui va aller contre mon électorat, mais qui va dans le sens de mon pays. Il y a la pression du peuple, des Français qui est forte. Il y a la pression aujourd'hui. Bien sûr, faut qu'ils aillent voter, mais voilà, peu importe qu'on soit de droite, de gauche, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui. On est dans une situation on la voit d'urgence avec le problème climatique notamment, où il faut réagir d'une manière très forte. Ouais. Je connais très bien le problème de l'automobile. On a quand même des gens qui nous ont envoyé, qui ont pris des décisions
de dire qu'il fallait de l'électrique à tout prix, à tout va, alors qu'il fallait le temps d'y arriver et de s'adapter tout doucement, de faire en sorte. Qu'est-ce que vous croyez qu'un jeune aujourd'hui qui a 4-5 000 euros pour acheter une voiture, il ne peut pas acheter une voiture électrique? Et même toutes les aides de l'État que vous voulez, cette voiture, elle ne fera pas plus de 130 ou 150 km d'autonomie, il devra s'arrêter toutes les 2 heures, il va mettre 10 heures pour faire un trajet. Alors que s'il achète une petite voiture d'occasion, il peut aller de Paris jusqu'au Pouilly, justement, avec. Ouais. C'est quoi on pense, toutes ces décisions sont complètement... sont déconnectées je crois qu'ils sont totalement déconnectés de la réalité de la vie, totalement. Mais dis donc, on va... regardez, courage fuyant. Non, mais c'est pas courage fuyant. Mais j'espère qu'à un moment donné, il y en aura qui auront le courage, ou à un moment donné, on a une assemblée, on les paye, puisque c'est nous qui les payons, tous ces députés, qu'à un moment donné, ils vont dire, cette loi-là, alors c'est pas une loi pour mon parti, mais c'est une bonne loi pour la France, je vais donc voter pour. Non, aujourd'hui, c'est une loi contre mon parti, je vote contre. Mais c'est bien, je m'en fous, je vote contre. C'est ça la réalité de notre politique aujourd'hui. Mais Paul Belmondo, si on suit votre raisonnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait presque une personne de la société civile je crois déjà qui soit candidate à la présidentielle. Je ne m'y connais pas assez, mais je crois qu'il faudrait une vraie réforme du mode électoral de notre président. Parce que le prochain président qui va être élu, il va être élu avec quoi? Avec 15 ou 17% de vote de la population. Parce que c'est ça la vérité. Et c'est rien d'autre. Vous allez avoir un premier tour, très certainement l'extrême droite qui va faire 30% ou 30 et quelques. Et puis vous allez avoir à côté une multitude de candidats qui vont être entre 10 et 17%. Et celui qui aura 17 ou 18, il sera au second tour. Et puis vous aurez un vote républicain et on va voter pour celui qui a 18%. Mais, donc celui qui va être élu, il va être élu avec 18%. Donc vous avez 70% des Français ou 80% des Français qui sont contre sa politique. Comment voulez-vous que ça marche? Je crois qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir sur notre système électoral réellement. François Hollande veut être probablement candidat à la présidentielle. Mais qu'il le soit, pourquoi pas? Il s'est raté une première fois, c'est pas une raison. Écoutons ce qu'il a à dire. Moi, très sincèrement, mais aujourd'hui, très dur quand même. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Un Gabriel Attal vous fait pas rêver? Aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui me fait rêver. Très sincèrement, j'irai voter parce qu'il faut voter pour son pays. Mais aujourd'hui, j'entends personne réellement où je me dis tiens. Lui, il est courageux, lui, il va prendre des décisions, il va aller dans le sens de notre pays. Ouais, et un Michel-Édouard Leclerc qui pense aussi à la présidentielle. J'aime son discours. Au moins, c'est quelqu'un de... Peut-être doit-on passer par justement quelqu'un qui est au contact de la vie réelle et peut-être on a besoin d'une personne impliquée comme ça dans notre pays et pour un certain temps et peut-être il pourra aider notre pays parce qu'il a peut-être une manière de voir les choses. Mais on ne se pose jamais les vraies questions. Mais ça veut pourquoi est-ce qu'un agriculteur en France, sa production coûte plus cher qu'un agriculteur en Espagne, en Italie? Pourquoi? La solution en France, c'est quoi? C'est une subvention. Mais ce n'est pas ça la réponse. Il ne veut pas de subvention, l'agriculteur. Lui, ce qu'il veut, c'est que ce qu'il produit soit au même niveau de production de l'espagnol et de l'italien et qu'il puisse vendre ses produits. C'est ça ce qu'ils veulent. C'est rien d'autre. Mais en France, ah non, allez, une petite subvention, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Donc, je ne sais pas s'ils entendent les gens aujourd'hui. Je ne crois pas. Mais ça veut dire que, là, vous évoquiez Michel-Édouard Leclerc, ça veut dire que vous pourriez le soutenir publiquement ou vous restez à votre place de... Non, moi, je reste à ma place. Moi, qui je suis pour dire qu'il faut voter pour telle ou telle personne. Mais si vous avez envie aussi que... si vous avez envie que les choses changent, il y a un moment où il faut être courageux. J'ai mon bulletin de vote, j'irai voter. Oui, parce que vous pourriez aussi... C'est notre force, elle est là. Aujourd'hui, on a un bulletin de vote, on va voter. Notre seule force, elle est là. Et c'est tout ce que je ferai. Après, chacun vote pour qui il veut, ça c'est son choix. Je ne peux pas décider pour quelqu'un qui habite dans une tour HLM avec 2000 personnes, avec 50 degrés aujourd'hui, avec des narcotrafiquants en bas de chez lui, et de lui dire « Toi, tu dois voter pour lui parce que je pense que c'est mieux pour toi. » Non, non, je ne connais pas sa vie, je ne la vis pas, sa vie. Donc je ne peux pas dire ça, je n'ai pas le droit de dire ça. Absolument pas. Il va voter pour ce que lui ressent à ce moment-là dans sa vie, et ça sera sa bonne décision. Les gens qui stigmatisent des gens qui votent pour le Front National, on ne peut pas. Ou les filles, la même chose, c'est pareil. Ces gens-là vivent des choses dans leur vie qui décident de voter pour ces gens-là. Donc c'est juste notre système électoral, je crois, qui doit changer, évoluer. Donc vous appelez à une refonte du système électoral français pour que les choses puissent bouger? Je ne sais pas, on devrait avoir à la fin 2 vrais candidats, peu importe, qu'ils soient d'extrême droite, qu'ils soient d'extrême gauche, peu importe, mais
mais à un moment donné, qu'on ait réellement quelqu'un qui soit élu et qui a été avec une vraie majorité et qui puisse avancer. Vous parliez des agriculteurs. Vous pensez qu'il faudrait plutôt faire des référendums aussi, faire voter les gens sur certaines questions? Pas sur tout, je ne crois pas, parce que justement, on ne connaît pas tout et on n'a pas on n'a pas toutes les réponses, bien sûr, et loin de là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des problèmes qui sont récurrents. Et en tout cas, une chose dont je suis sûr, les subventions ne sont pas la réponse à notre système. Aujourd'hui, on voit bien, on arrive au bout de notre système. On est au bout de notre système de retraite, on est au bout de notre système de subventions, on est au bout de l'éducation nationale, on est au bout de la santé publique, on est au bout de tout aujourd'hui. Donc à un moment donné, je crois qu'il y a une vraie... Mais je ne vois pas aujourd'hui d'hommes politiques qui sont capables de réunir et de faire en sorte que justement on essaye de faire avancer les choses. Oui, triste constat. Bon. C'est un constat. Non, c'est pas. C'est un constat. C'est un constat qui est. Vous êtes lucide. Vous avez une certaine lucidité. J'ai une certaine lucidité et je vois les choses telles qu'elles sont, bien sûr. Oui. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on est réellement dans. Je comprends qu'aujourd'hui, des agriculteurs soient totalement en détresse. Mais est-ce que c'est normal que notre santé publique soit... c'est pas normal qu'il y ait autant d'impôts qui soient payés en France, qu'il y ait autant de prélèvements sociaux sur les salaires des gens et d'avoir une situation aujourd'hui de tout ce qui est public aussi désastreuse. Enfin, demain, vous êtes chef d'entreprise, vous faites des ventes et vous faites votre société en faillite, on vous vire. Chez nous, non, ils sont réélus, ça continue, et on 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 continue. Il faut que ça change à un moment donné. Voilà qui est dit. On va terminer cette dernière séquence, justement, sur la citation d'un homme politique, l'ancien Premier ministre anglais du 19e siècle, qui s'appelait Benjamin Disraeli, et qui a dit, pour revenir à la séquence destin au hasard, « Le destin est peut-être notre propre volonté ». Par rapport à tout ce que vous avez dit, ce discours politique, vous acquiescez. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas tout maîtriser, mais il y a beaucoup de choses que l'on peut maîtriser, oui. Et que l'on décide de soi, oui. D'accord. Et pour terminer, je voudrais savoir si toutefois vous montiez sur scène, qui aimeriez-vous interpréter, Monsieur Hasard ou Monsieur Destin? Non, je préférais Monsieur Hasard. Monsieur Hasard. Je préférais, ça serait plus drôle. Je crois. Bon, peut-être que ça va susciter, déclencher un projet, des idées dans la tête d'un metteur en scène. Ça me fait penser à Mr. Chance avec Peter Sellers, donc oui. Okay. Voilà, Paul Belmondo, le temps est venu de se séparer. On a passé un moment délicieux avec vous, et on peut inviter, j'incite vraiment les spectateurs à aller voir votre pièce, puisque c'est jusqu'au 26 septembre, au théâtre Apollo Comédie, et le titre, voilà, Le complexe des inséparables. Voilà. Et dites-moi, il est question que vous jouiez une prochaine pièce aussi? Après, quand je finis celle-ci, je repars en tournée avec une pièce qui s'appelle Tout sauf lui. Donc voilà, le lendemain que j'aurai fini celle-là, je crois que c'est en Suisse pour jouer l'autre pièce. Avec quel partenaire? Avec Rebecca Hampton, notamment. Ouais. Bon, voilà un programme chargé. Et puis l'exposition et puis l'exposition début octobre. Ouais. À la médiathèque, à la Cinémathèque de Paris. Voilà, très bien. Bon, merci beaucoup, j'espère que vous reviendrez. Et puis, bon été, je ne le souhaite pas caniculaire. On verra. En tous les cas, merci. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Domino, l'émission qui va au-delà des mots.